Alors, monsieur Eric Kakou, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre aux questions de Vox Africa. Vous êtes donc ici présent à l'édition 2009 du Forum africain pour la finance et l'investissement, où vous êtes le managing director de OTF Group. C'est quoi cette société OTF Group? Quel est votre core business? OTF Group, en fait, est un cabinet qui se spécialise dans le domaine de la stratégie et de la compétitivité. C'est un cabinet qui existe depuis environ 20 ans, qui est basé à Boston aux États-Unis, qui a travaillé dans une cinquantaine de pays et qui met surtout l'accent sur la création de prospérité à travers un modèle de développement économique intégré. Et alors vous vous occupez du pôle africain de ce groupe? Absolument. En fait, je m'occupe et du pôle Afrique, mais je suis aussi responsable du marketing et de la croissance du groupe de façon globale. Exactement. Et alors pourquoi on vous a présenté comme étant focusé sur le Rwanda? Quelle était votre action particulière sur le Rwanda? Bon, bien que nous ayons travaillé dans environ une vingtaine de pays en Afrique, le Rwanda est l'endroit où nous avons quand même un programme depuis environ 8 ans maintenant. Et c'est un programme qui s'appelle le Programme national d'innovation de la compétitivité du Rwanda. Et c'est un programme qui a 3 volets. Premièrement, la croissance des exportations. Donc nous avons fait beaucoup de travail au niveau du secteur du café au Rwanda, au niveau du secteur du tourisme au Rwanda, mais aussi dans différents autres secteurs. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les institutions en charge du développement économique, surtout la promotion des investissements et le secteur privé. Et enfin, nous avons aussi travaillé sur l'aspect renforcement des capacités, changement de mentalité, à travers notamment une académie que nous avons sur le leadership pour la compétitivité et la prospérité. Donc c'est un peu, si vous voulez, une plateforme pour nous en Afrique, et c'est aussi, si vous voulez, le client phare sur lequel nous travaillons maintenant depuis 8 ans. Ça a été le modèle en fait de votre action en Afrique? Absolument, absolument. Alors on peut dire que c'est un modèle réussi, puisque le Rwanda a été élu meilleur élève du rapport Doing Business de la Banque mondiale récemment, pour dire que c'est lui qui avait fait le plus d'efforts en termes d'attractivité et d'amélioration du monde des affaires. Est-ce que pour vous cette distinction est un honneur? Absolument, je pense que c'est un honneur qui revient surtout en fait, au leadership du Rwanda. Je pense qu'il faut noter quand même l'approche différente que le président Paul Kagame essaie d'insuffler justement à la dynamique économique de son pays. Et je crois que c'est une approche qui commence vraiment à payer. Et je pense qu'il faut vraiment noter aussi que c'est une approche qui, si elle a marché au Rwanda, peut servir d'exemple à d'autres pays en Afrique. Et pourquoi ce rapport Doing Business est-il si intéressant? Certains le critiquent en disant calculer le temps qu'il faut pour, par exemple, ouvrir une entreprise ou pour avoir une démarche administrative, c'est pas ça un critère pertinent pour parler du développement d'un pays. Disons que les gens qui critiquent ce rapport-là sont peut-être des personnes qui ne comprennent pas vraiment le secteur privé. Si vous prenez une problématique soit gouvernementale, soit partenaire de développement, ils ont le temps. Pour une entreprise, 100 000 $ reçus aujourd'hui ne vaut pas la même chose que 100 000 $ reçus dans 20 ans. Parce que dans 20 ans, l'entreprise ne sera peut-être pas là. Je pense que le rapport Doing Business permet vraiment de mettre l'accent sur des problèmes et des contraintes réelles auxquelles les entreprises font face et qui doivent trouver des solutions si on espère avoir un secteur privé qui soit vraiment vibrant en Afrique. Et je pense qu'il ne faut pas vraiment sous-estimer le rôle du secteur privé dans le développement économique, et je pense qu'il faut vraiment investir pour créer les conditions pour que ce secteur privé-là puisse éclore. Et ça passe par le genre de réforme que le rapport Doing Business préconise. Est-ce que le rapport Doing Business, je me base sur les critiques qui ont été formulées, ne se base-t-il pas justement sur la promotion du secteur privé, mais à partir d'un investissement exogène, un investissement qui vient d'ailleurs, plutôt que promouvoir l'investissement endogène, l'investissement qui vient de l'intérieur même du pays? Je ne suis pas sûr que cette critique soit vraiment fondée, dans le sens que, en général, les investisseurs étrangers qui viennent avec des gros capitaux sont mieux traités que les investisseurs locaux. Donc, les endroits où les investisseurs étrangers vont se plaindre sont des endroits en fait où le secteur privé local n'a vraiment aucune chance. Je crois qu'il y a vraiment un changement de mentalité réel qui doit être fait en Afrique. Je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à réaliser que les différentes politiques que nous avons utilisées jusqu'à présent, même si elles ont donné des résultats, ne nous ont pas permis vraiment de sortir du cycle de la survie où nous sommes. Et donc, qui dit approche différente demande qu'on remette même en cause les fondements et les hypothèses de base sur lesquelles notre action actuelle est basée. Et je crois que l'une de ces hypothèses de base, c'est vraiment la nécessité de créer un environnement qui soit favorable au secteur privé. Et cet environnement favorable au secteur privé, je veux dire, il s'agit de quoi? Parce que vous avez parlé de quelque chose de très fort, vous avez dit il faut changer les mentalités, il faut carrément... C'est une révolution culturelle dont l'Afrique a besoin. Cette révolution culturelle est-elle accomplie au Rwanda?
je pense que le Rwanda a fait d'énormes progrès. Je suis pas en train, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où le Rwanda peut s'améliorer. Je sais que les leaders du Rwanda sont les premiers à vous dire qu'ils ont encore beaucoup de chantiers en termes de réforme. Donc je ne dirais pas que c'est fait au Rwanda, je dirais que c'est en bonne voie et je dirais que les résultats sont aujourd'hui apparents pour tout un chacun. Je crois que quand je parle de changement de mentalité, c'est un changement qui doit s'opérer à 3 niveaux. C'est un changement qui doit s'opérer au niveau des entrepreneurs eux-mêmes. Parce que je crois que souvent, il est facile de blâmer le gouvernement, il est facile de blâmer les partenaires de développement en disant oui, mais c'est l'étranger qui fait que on a des problèmes. Je pense qu'il faut quelque part que, en tant qu'entrepreneur, et je suis en fait leader d'une entreprise privée, nous fassions notre propre part pour régler nos problèmes. Et je crois que ça commence par une notion de collaboration, ça commence par une notion d'innovation, ça commence par un changement d'approche où on arrête de demander des faveurs et où à la place on essaie vraiment de faire ce qu'il faut pour avoir le business. Je pense que ça passe par un modèle où on arrête la corruption aussi. Et je pense que c'est vraiment des éléments qui sont importants du point de vue des entrepreneurs eux-mêmes. Je crois que le deuxième volet où le changement de mentalité doit se poser, c'est au niveau du gouvernement. Souvent le gouvernement se dit notre rôle c'est d'aider les plus pauvres. Mais écoutez, les plus pauvres en fait n'ont pas forcément besoin de faveurs ou de subsides. Ce qu'il leur faut, c'est d'avoir un cadre où ils peuvent utiliser leur talent. Donc si je suis agriculteur, est-ce que j'ai moyen d'avoir accès au marché qui me permet de vendre mon produit? Si je suis vendeur au détail, est-ce qu'il y a moins de tracasseries de façon à ce que je puisse progresser? Je pense que le rôle du gouvernement, c'est vraiment de créer ce cadre-là. Et c'est souvent l'une des notions qui se perd un peu dans tous les débats, je dirais, ésotériques qu'on a par rapport au développement en Afrique. Et je pense que le troisième volet, c'est la communauté en fait, internationale qui pense que le problème de l'Afrique en fait, se résout à une problématique d'aide. Donc on dit, on va mettre de l'aide et ça devrait aider. Mais écoutez, je pense qu'il y a Dambi Samoyo qui a fait un livre super dessus. Il est difficile aujourd'hui, après 50 ans, d'argumenter de façon crédible que l'aide au développement est la solution en Afrique. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Et je crois que si on peut avoir un changement de mentalité en 3 points, au niveau des entrepreneurs eux-mêmes, au niveau des États et au niveau des partenaires de développement, nous sommes sur la bonne voie. Alors Eric Kakou, justement, arrêtons-nous sur le volet de l'aide internationale et vous faites référence au livre de Dambi Samoyo. Mais est-ce qu'elle n'exagère pas un peu? Est-ce qu'elle ne fait pas ce qu'on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'Afrique peut-elle se passer de l'aide internationale? Non, je ne pense pas que le point ici, ce soit de dire qu'il faut que l'Afrique se passe de l'aide internationale. Je crois que le point, c'est de dire que le but de cette aide-là devrait être justement que l'Afrique puisse quelque part graduer de sa dépendance à l'aide. Donc je ne pense pas que la communauté internationale ou même les Africains aient intérêt à être sous perfusion de façon éternelle. Donc je pense qu'il faut créer les conditions pour qu'un jour nous puissions être indépendants de cette aide-là. Et je crois que ces conditions-là passent vraiment par 2 ou 3 points. Premièrement, c'est de reconnaître que quelque part le but de l'aide, c'est qu'on puisse en passer. Et je pense que ceux qui disent que l'aide est nécessaire, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est est-ce qu'on peut un jour s'en passer? Et il faut créer les conditions pour. Et deuxièmement, il faut investir dans le secteur privé. Parce que d'où est-ce que vient cette aide-là? Cette aide-là vient justement des impôts que les entreprises et les citoyens des pays développés payent. Alors pourquoi est-ce qu'on ne serait pas dans une dynamique un jour où les Africains eux-mêmes, à travers leurs entrepreneurs et leurs citoyens, peuvent aussi payer des impôts qui vont aller aider d'autres régions? Pourquoi est-ce que nous devons toujours être ceux qui doivent mendier? Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a un potentiel qui est réel. Et ce potentiel-là peut s'exprimer si vraiment on se rend compte que la clé de l'expression de ce potentiel-là, c'est le secteur privé. Exactement. Alors vous, quand vous conseillez, parce que c'est ça un petit peu ce que vous faites en tant que consultant, vous conseillez les États africains ou les institutions à opérer ces révolutions. Hein. C'est dans ces 3 domaines que vous avez cités vous-même, au niveau peut-être des entrepreneurs, au niveau du rôle de l'État et au niveau de la communauté internationale. Quel conseil vous leur donnez? Vous faites quoi? Vous mettez en place une procédure et alors vous leur dites de suivre la procédure? Comment ça se passe? En fait, justement, ce qu'on essaie de faire, c'est pas vraiment de mettre en place des procédures ou d'écrire des rapports. La réalité, c'est que le continent africain est plein de rapports qui n'ont fait aucune différence et qui n'en feront aucune. Donc, le point, c'est vraiment de mettre en place des processus de changement. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est concrètement, on prend un problème. Supposons par exemple, on veut développer l'industrie touristique au Cameroun. Okay?
Alors, nous allons identifier avec les acteurs. Donc, ce n'est pas nous, en tant que consultants, qui venons depuis l'étranger comme un peu l'ange Gabriel pour faire quelque chose. On travaille avec les acteurs